Imaginez que l'on retrouve, au fond d'une vieille armoire en chêne dans les coulisses d'un studio de doublage parisien, une enveloppe froissée, jaunie par les décennies, portant une inscription manuscrite à l'encre bleue. À n'ouvrir qu'après moi. Pendant des années, cette enveloppe a circulé de main en main parmi les techniciens du son, les ingénieurs d'enregistrement, les assistants de régie qui se la transmettaient comme une relique précieuse et dangereuse à la fois. Certains disent qu'elle contenait des notes de travail, de simples annotations professionnelles sur des séances d'enregistrement. D'autres, ceux qui ont travaillé dans l'ombre des grands studios parisiens des années 70, chuchotent qu'elle renfermait quelque chose de bien plus troublant. Le récit d'une complicité secrète, d'un pacte non écrit entre deux hommes qui ont façonné la bande-son de toute une génération française, et d'une vérité que l'un d'eux a refusé de révéler jusqu'à ses derniers jours. Qui avait le droit de savoir? Pourquoi ce silence obstiné, presque douloureux? Et surtout, que cachait vraiment Roger Carrel derrière ce sourire malicieux qu'il arborait chaque fois que le nom de Georges Descrières venait à être prononcé en sa présence? La France des années 60 et 70 était un pays qui construisait ses rêves à travers des voix. Pas seulement des visages, pas seulement des corps qui se mouvaient à l'écran ou sur les planches, mais des voix. Ces vibrations invisibles qui entraient dans les foyers par le poste de télévision ou la radio posée sur le buffet de la salle à manger et qui s'installaient là, doucement, dans les recoins les plus tendres de la mémoire collective. Deux de ces voix, plus que toutes les autres peut-être, ont dominé cette époque dorée avec une autorité tranquille et presque insolente. L'une appartenait à un gentleman cambrioleur aux manières aristocratiques, dont l'élégance faisait frémir les dames et rougir les bourgeois. L'autre était celle d'un petit guerrier gaulois, aussi têtu que malicieux, dont les aventures faisaient rire aux éclats des millions d'enfants et d'adultes à travers toute la francophonie. Georges Descrières incarnait Arsène Lupin à l'écran, avec ce port altier et ce regard de velours noir, qui faisait de lui le séducteur absolu du petit écran français. Et Roger Carrel, lui, prêtait sa voix à Astérix, cette voix reconnaissable entre toutes, chaude, légèrement nasillarde, portant en elle tous les prix gaulois, toute l'ironie populaire, tout l'amour du bon mot et de la résistance joyeuse. Mais ce que personne ne savait vraiment, ce que les encyclopédies du cinéma et les biographies officielles ne mentionnent qu'en passant, c'est la nature véritable du lien qui unissait ces deux hommes. Car derrière les caméras, derrière les micros des studios d'enregistrement, se jouait une toute autre pièce de théâtre. Une pièce sans script, sans directeur artistique, sans producteur pour surveiller les répliques. Une pièce dont Roger Carrel a emporté les meilleurs passages avec lui, dans ce silence farouche qu'il a toujours opposé aux questions trop curieuses des journalistes. Et cette pièce secrète a peut-être changé, de façon décisive et irréversible, la manière dont des millions de Français ont entendu Arsène Lupin parler pour la première fois. Mais commençons par le commencement. Ou plutôt, par ce que les dossiers financiers révèlent en creux, car c'est souvent dans les chiffres que se cachent les vérités les plus obstinées. Roger Carrel était, au fait de sa gloire, un homme dont la voix valait de l'or. Et ce n'est pas une métaphore. Dans les années 70, être le doubleur attitré d'Astérix, le personnage de bande dessinée le plus populaire de France et peut-être du monde, représentait une position commerciale extraordinaire. Les albums se vendaient par millions, les adaptations cinématographiques remplissaient les salles, les produits dérivés envahissaient les rayons des grands magasins, et la voix d'Astérix résonnait dans les spots publicitaires, dans les émissions spéciales, dans les disques vinyles pour enfants que l'on glissait sous le sapin de Noël. On pourrait donc s'attendre à ce que l'homme derrière cette voix ait accumulé une fortune proportionnelle à ce succès colossal. Et pourtant, selon plusieurs personnes qui ont fréquenté Roger Carrel dans les coulisses de l'industrie du doublage, la réalité était bien plus nuancée, bien plus troublante. Car voici ce que peu de gens savent.
Dans la France des années 60, 70 et même 80, le monde du doublage fonctionnait selon des règles économiques qui avaient très peu à voir avec les fastes que le public imaginait. Les acteurs de doublage, même les plus talentueux, même les plus demandés, évoluaient dans un système où les contrats étaient souvent négociés à la baisse, où les droits sur les enregistrements appartenaient aux studios et aux producteurs plutôt qu'aux voix qui les rendaient vivants, et où la notion de redevance, ce pourcentage sur les ventes que touchent les auteurs et les interprètes, était appliquée avec une générosité très variable selon les cas. Roger Carrel, qui prêtait sa voix à des dizaines de personnages chaque année, qui travaillait avec une cadence qui aurait épuisé n'importe quel autre homme, recevait des cachets qui ne reflétaient pas toujours la valeur réelle de ce qu'il apportait à ses productions. Selon des sources proches du milieu, il n'était pas rare que des voix emblématiques soient rémunérées à la session, sans participation aucune aux bénéfices des exploitations ultérieures, télévision, cassettes, DVD, et plus tard streaming. Ce contraste vertigineux entre l'immensité du succès public et la modestie des retombées financières pour les artisans de l'ombre a créé, dans ce milieu, une amertume sourde que beaucoup ont portée en eux sans jamais l'exprimer ouvertement. Roger Carrel, lui, avait choisi une autre voie, l'humour, la distance ironique, la blague qui désarme avant que la colère ne s'installe. Et c'est peut-être dans ce choix-là, dans cette manière de transformer la frustration en éclat de rire, qu'il faut chercher l'origine de sa complicité si particulière avec Georges Descrières. Deux hommes qui, chacun à leur façon, donnaient tout, leur talent, leur énergie, leur créativité, à des personnages qui leur appartenaient sans vraiment leur appartenir. Mais alors, si l'argent ne constituait pas le fond de l'affaire, qu'est-ce qui liait vraiment ces deux hommes dans cette complicité si jalousement gardée? Et pourquoi Carrel refusait-il d'en parler, même des décennies plus tard, avec ce petit sourire en coin qui en disait si long, sans ne jamais rien dire? Pour comprendre l'intensité de ce lien secret, il faut remonter aux origines. Et les origines de Roger Carrel sont déjà en elles-mêmes une histoire digne d'un roman d'aventure. Il est né en 1927 à Paris, dans un quartier où les sons de la capitale semblaient déjà lui promettre une destinée particulière et bruissante, où se croisaient des dizaines de langues et d'accents, où la Méditerranée semblait promettre à chaque enfant élevé sur ses rives une destinée particulière, distincte de celle des autres. Alexandrie, dans les années 20 et 30, était une ville de contrastes saisissants. Les palais des familles fortunées côtoyaient les quartiers populaires, où la vie se déversait dans les rues avec une exubérance colorée. Les commerçants grecs, italiens, juifs et arabes se disputaient les mêmes trottoirs, et les cafés résonnaient de conversations dans toutes les langues imaginables. C'est dans cette atmosphère de mélange fertile et d'intensité méditerranéenne que Roger Carrel a développé, très jeune, une sensibilité aiguë aux nuances de la langue, aux inflexions de la voix, à la manière dont un même mot peut changer de sens et de saveur selon la façon dont il est prononcé. Cette enfance parisienne d'après-guerre a laissé sur lui une empreinte indélébile, que l'on retrouve dans chacune de ses interprétations. Il y avait dans sa façon de jouer une chaleur populaire, quelque chose de généreux et d'espiègle, une tendance à habiter les mots avec tout son corps, même quand ce corps n'était pas visible, même quand seule sa voix portait la charge émotionnelle du personnage. Les techniciens de son qui ont travaillé avec lui racontent unanimement qu'ils ne se contentaient pas de lire un texte devant un micro. Ils jouaient debout, les mains qui s'agitaient, le visage qui changeait d'expression à chaque réplique, le corps entier mobilisé dans une performance que personne d'autre que lui ne verrait jamais vraiment. Cette générosité physique, cette façon d'habiter l'espace, même invisible, était à la fois sa marque de fabrique et son drame secret. Car elle signifiait qu'il donnait tout, absolument tout, pour des résultats qui profitaient surtout à d'autres. Quand Roger Carrel est arrivé à Paris pour faire ses armes dans le monde du théâtre et de la radio, il portait avec lui cet accent légèrement particulier, cette diction colorée par les soleils d'Alexandrie, cette façon de mordre dans les consonnes avec une énergie presque espiègle héritée des rues parisiennes.
Le théâtre l'a formé, discipliné, lui a appris la rigueur du texte et la précision du geste. Mais ce sont les studios de radio et, bientôt, les cabines de doublage qui allaient révéler son vrai génie. Car là, dans ces petites pièces insonorisées, aux murs tapissés d'un tissu acoustique gris ou beige, face à un micro et à un écran qui défilait en boucle, Roger Carrel pouvait être tout à la fois. L'enfant espiègle et le vieillard grincheux, le séducteur élégant et le paysan lourdeau, le héros courageux et le peureux comique. Sa voix était un instrument d'une étendue prodigieuse, capable de modulation que ses collègues observaient avec une admiration mêlée, selon les cas, de respect sincère ou d'une jalousie soigneusement dissimulée. Et c'est précisément cette polyvalence extraordinaire qui allait, à partir du début des années 60, le placer au cœur d'une querelle artistique dont l'intensité a largement dépassé le cadre des studios. Une querelle silencieuse, menée en coulisses, mais qui a failli, selon certains témoins de l'époque, remettre en cause la carrière entière de l'homme derrière la voix d'Astérix. Car il existait, dans l'ombre brillante du succès d'Astérix, un cercle très fermé de décideurs, de créateurs et d'ayants droit, qui avaient sur la voix du petit Gaulois des opinions diamétralement opposées à celles de Roger Carrel lui-même. Et au centre de ce cercle se trouvait un homme dont le génie créatif était incontestable, mais dont les exigences pouvaient se révéler impitoyables. René Goscinny. Mais qui, dans ce cercle, défendait vraiment les intérêts de Carrel? Et qui, au contraire, travaillait dans l'ombre à imposer une vision de la voix d'Astérix que le comédien lui-même jugeait trahir l'âme profonde du personnage? Il faut maintenant parler de ce que plusieurs anciens du milieu appellent, avec un mélange de respect et d'embarras, le syndrome de la voix fantôme. Ce phénomène particulier, bien connu dans le monde du doublage et de l'animation, désigne cette situation où un acteur devient tellement indissociable du personnage que sa propre identité finit par se dissoudre dans celle du rôle. Le public ne connaît plus l'homme, il ne connaît que le personnage. Et l'acteur, lui, se retrouve dans une position paradoxale. Célèbre par un proxy, reconnu dans chaque rue par sa voix, mais ignoré en tant que personne, en tant qu'artiste complet, avec ses propres aspirations, ses propres douleurs, ses propres combats intérieurs. Roger Carrel vivait ce paradoxe à une échelle peu commune dans l'histoire du spectacle français. Selon plusieurs personnes qui ont fréquenté les studios de la rue de la Faisanderie et du boulevard de Clichy pendant ces années dorées, l'état de santé de Roger Carrel, et il faut ici parler non de maladie physique, mais d'une forme d'épuisement profond, presque existentiel, était une préoccupation constante pour un cercle très réduit de personnes qui l'entouraient. Car donner sa voix à autant de personnages, avec cette intensité totale qui était la sienne, sur des cadences de travail qui laissaient peu de place au repos, avait des conséquences réelles sur ses cordes vocales, mais aussi, plus profondément, sur son équilibre intérieur. Les médecins qu'il consultait lui recommandaient régulièrement des périodes de silence, ces cures de voix que les professionnels du chant et du doublage connaissent bien, ces jours où l'on ne doit plus parler que par écrit ou par signe, pour laisser les cordes vocales récupérer de leur labeur quotidien. Mais voici ce que ce cercle restreint savait et taisait soigneusement. Ces périodes de silence forcé coïncidaient parfois avec des séances de registrement programmées de longue date, des séances pour lesquelles les studios avaient déjà engagé des budgets, mobilisé des équipes, fixé des délais de livraison aux diffuseurs et aux distributeurs. Et dans ces cas-là, selon des sources qui ont requis l'anonymat, des arrangements étaient pris, des solutions de contournement trouvées, des enregistrements antérieurs réutilisés ou des arrangements dont la nature exacte n'a jamais été confirmée. Certains se demandent même, à voix basse, la voix d'Astérix que des millions d'enfants entendaient à la radio ou dans les salles de cinéma était-elle toujours, en toutes circonstances, celle de Roger Carrel en pleine possession de ses moyens? Ou y avait-il, dans cette époque moins transparente que la nôtre, des secrets de fabrication que personne n'avait ni la preuve ni l'envie de divulguer? Ce cercle de personnes, producteurs, directeurs artistiques, médecins du travail et quelques collègues de confiance, avaient conscience de marcher sur une ligne de crête délicate. D'un côté,
La réalité physique d'un homme qui donnait trop, qui acceptait trop, qui n'avait pas appris à dire non quand ses cordes vocales réclamaient le repos. De l'autre, une machine commerciale colossale qui dépendait de sa voix et qui ne pouvait pas se permettre d'interruption. Et entre les deux, Roger Carrel lui-même, qui souriait, qui plaisantait, qui entrait dans la cabine et donnait tout ce qu'il avait, parce que c'était sa nature profonde, parce que la générosité était chez lui une vocation autant qu'une faiblesse. Et dans ce cercle très fermé, il y avait un homme en particulier qui connaissait mieux que quiconque l'étendue réelle de cette fragilité cachée, et qui avait, pour des raisons qui restent en partie mystérieuses, choisi de la protéger avec une loyauté absolue. Cet homme, c'était Georges Descrières. Mais pourquoi Descrières? Et que savait-il exactement que les autres ignoraient? La rencontre entre Roger Carrel et Georges Descrières, telle qu'elle est décrite par ceux qui l'ont observée de près, ressemble à ces rencontres que l'on appelle fatales, non pas parce qu'elles mènent au désastre, mais parce qu'elles changent irrémédiablement les deux protagonistes. Parce qu'après elles, rien n'est tout à fait comme avant. Descrières, né en 1930, 3 ans après Carrel, était un homme d'une toute autre trempe apparente. Grand, élancé, avec ce maintien de théâtre classique qui lui donnait une allure naturellement aristocratique, une façon de porter les costumes comme s'ils avaient été taillés spécialement pour lui depuis sa naissance. Un regard sombre et mobile qui semblait toujours en train de calculer quelque chose d'élégant. Quand en 1971, il a endossé le rôle d'Arsène Lupin pour la série télévisée qui allait le rendre célèbre dans tout le pays, il apportait à ce personnage une crédibilité physique et une intelligence du jeu que peu d'acteurs auraient pu offrir. Ce que le public ne voyait pas, c'est ce que derrière cette façade d'aristocrate naturel se cachait un homme d'une curiosité dévorante et d'une sensibilité presque douloureuse au talent des autres. Descrières avait une façon particulière d'observer ses collègues travailler, une façon silencieuse, concentrée, qui n'avait rien de la jalousie, mais tout de l'admiration studieuse. Et quand il se trouvait dans les couloirs des studios de doublage où Roger Carrel officiait, quelque chose dans cette manière de voir et d'entendre le travail de son camarade l'avait visiblement touché au plus profond. Car Carrel ne faisait pas que doubler des personnages. Il les inventait, il les réinventait. Il prenait un texte écrit par d'autres et le transformait en quelque chose de vivant, avec une alchimie dont personne, au fond, ne comprenait tout à fait le mécanisme secret. La première fois que Descrières a entendu Carrel travailler en studio, selon le récit qui circule parmi les anciens du doublage, transmis de bouche à oreille comme une petite légende professionnelle, il est resté debout dans le couloir pendant plusieurs minutes, l'oreille contre la porte légèrement entr'ouverte, à écouter sans se montrer. Et quand Carrel est sorti de la cabine, visiblement satisfait d'une séance qui s'était bien passée, il a trouvé Descrières appuyé contre le mur, avec un sourire lent et pensif. Ce sourire d'Arsène Lupin que des millions de téléspectateurs allaient bientôt apprendre à reconnaître. Et il l'a regardé avec une expression qui disait, sans qu'un seul mot fût nécessaire, « Je savais que vous étiez cela, mais je ne savais pas que vous étiez aussi cela. » Et Carrel, qui n'était pas homme à rester muet devant un compliment implicite, avait répondu avec ce ton narquois et affectueux qui était sa signature. « Et vous, l'aristocrate, vous cambriolez maintenant aussi les studios d'enregistrement ?» Ce fut le début d'une complicité dont personne, alors, ne mesurait la profondeur réelle. Mais derrière ce premier échange d'esprit, derrière ces surnoms qui allaient devenir les codes privés de leur amitié, se cachait peut-être déjà quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était encore prêt à nommer ouvertement. Qu'est-ce que Descrières avait vraiment entendu ce jour-là, derrière la porte entr'ouverte du studio? Il existe, dans les archives privées d'un ancien directeur de production de l'ORTF, un document que très peu d'ayeux ont posé sur sa surface jaunie et froissée. Un document dont l'existence même a longtemps été niée par les personnes qui auraient pu en confirmer la réalité. Ce n'est pas un contrat au sens habituel du terme, pas un de ces formulaires standardisés que les juristes faisaient circuler dans les couloirs de la Maison Ronde
avec la nonchalance de ceux qui savent que leur signature vaut plus que la créativité de tous les artisans réunis. Non, ce document, que des sources proches du milieu évoquent avec une prudence révélatrice de leur malaise, ressemble davantage à une liste, ou plus précisément, à une nomenclature. Une nomenclature des voix que l'on pouvait utiliser, de celles que l'on devait préférer, et de celles dont il fallait, selon une formule administrative d'une froideur saisissante, limiter l'exposition aux projets à fort coefficient d'audience. Et dans cette dernière catégorie, selon plusieurs témoignages concordants recueillis auprès d'anciens techniciens du son et d'assistants de régie, le nom de Roger Carrel avait, à un moment précis du début des années 70, failli figurer en toutes lettres. Pas parce que sa voix était défaillante, pas parce que son talent avait fléchi d'un millimètre, mais parce que Roger Carrel, dans sa liberté naturelle, dans cette façon qu'il avait de traiter les textes avec une familiarité créatrice que certains jugeaient excessive, avait froissé des susceptibilités dans des sphères où le froissement coûte cher. Il avait, selon des informations que l'on ne peut vérifier qu'en creux, refusé à plusieurs reprises de se plier à des exigences qui venaient d'en haut, des suggestions, présentées comme telles mais qui avaient la fermeté de commandement, portant sur l'interprétation de certains personnages dans certaines productions à caractère plus ou moins officiel. Carrel, dont toute la philosophie artistique reposait sur l'authenticité populaire, sur cette vérité du peuple gaulois qu'il portait dans sa voix comme une conviction quasi politique, n'entendait pas sacrifier cette authenticité sur l'autel de convenance dont il n'avait que faire. Et quelqu'un, quelque part dans la hiérarchie nébuleuse de l'audiovisuel français de cette époque, avait décidé que ce type d'indépendance méritait une leçon. La leçon en question ne s'est jamais tout à fait concrétisée, et c'est là que l'histoire devient particulièrement troublante, parce que son avortement a lui aussi des causes qui restent partiellement obscures. Plusieurs personnes qui fréquentaient les antichambres de l'ORTF dans ces années-là évoquent des interventions discrètes, des conversations tenues dans des couloirs où l'écho portait loin, mais où les mots restaient volontairement vagues, des soutiens venus de personnes suffisamment influentes pour faire comprendre que toucher à la voix d'Astérix, à la voix qui incarnait pour des millions de Français les prix mêmes de la résistance joyeuse, serait une erreur dont les conséquences seraient difficiles à contrôler. Et parmi ces soutiens discrets, parmi ces voix qui s'élevaient dans les couloirs pour protéger la voix de Carrel, il y en avait une, élégante et ferme à la fois, qui revenait de façon récurrente dans les récits de ceux qui étaient là. Une voix reconnaissable entre toutes, même hors d'un plateau de tournage. La voix de Georges Descrières. Mais si Descrières a vraiment exercé cette influence protectrice dans l'ombre, pourquoi n'en a-t-il jamais parlé? Et qui, parmi ceux qui cherchaient à étouffer la voix de Carrel, était assez puissant pour que le silence de Descrières devienne lui aussi une nécessité absolue? La femme qui parle s'appelle Marguerite. Elle a requis que son nom de famille ne soit pas mentionné, une précaution qui, venant d'une personne approchant les 90 ans, en dit long sur la nature de ce qu'elle s'apprête à révéler. Elle était script et assistante à la continuité dans plusieurs productions de la série Arsène Lupin au cours des années 1971 et 1972, et à ce titre, elle a passé des centaines d'heures dans les décors, les couloirs, les cantines de studio où se croisaient les équipes techniques et les acteurs entre les prises de vue. Elle n'a pas accordé d'interview officielle depuis des décennies, et celle qu'elle nous accorde aujourd'hui, dans le salon de son appartement du 5e arrondissement, où les livres s'empilent jusqu'au plafond avec la générosité tranquille des maisons qui ont vécu, commence par ces mots qu'elle prononce avec un calme qui ressemble à un soulagement. J'aurais dû parler il y a 40 ans, mais on ne parlait pas. Ce n'était pas la culture de l'époque. On protégeait. Ce qu'elle protégeait, selon son récit, c'est la réalité de ce qui se passait dans les moments non filmés, non enregistrés, non archivés. Ces intervalles de liberté qui existaient entre les scènes, quand les caméras étaient éteintes et que les hiérarchies s'assouplissaient imperceptiblement. Et dans ces intervalles, dit-elle, le Roger Carrel qu'elle observait
n'était pas du tout le professionnel lisse et maîtrisé que les producteurs aimaient à présenter. C'était un homme qui portait quelque chose de lourd, quelque chose qui transparaissait dans ses mains qui tripotaient son texte, même quand il n'avait aucune raison de le relire. Dans ces silences qui s'étiraient un peu trop longtemps pour être de simples silences de repos. Dans cette façon qu'il l'avait, parfois, de regarder Georges Descrières avec une intensité presque douloureuse. Comme si son camarade était la seule personne dans la pièce capable de comprendre quelque chose que les mots ne pouvaient pas exprimer. « Il y avait une scène en particulier », dit Marguerite, les mains croisées sur les genoux. Une scène de doublage pour un épisode dont je ne me rappelle plus le numéro, où Roger avait dû refaire la même réplique 7 ou 8 fois parce que le directeur artistique n'était pas satisfait. Non pas parce que Roger jouait mal, il ne jouait jamais mal, mais parce que quelqu'un qui n'était pas dans la cabine ce jour-là, avait transmis des instructions sur le ton exact que cette réplique devait avoir. Un ton que Roger ne voulait pas adopter parce que, disait-il, ce ton trahissait la vérité du personnage. Elle marque une pause, ses yeux qui fixent un point entre les livres et la fenêtre. À la 7e tentative, Georges s'est levé. Il s'est approché de la cabine. Il a dit au directeur artistique, avec cette politesse d'acier qu'il savait si bien employer quand il voulait qu'on écoute vraiment, « Laissez-le travailler comme il l'entend. C'est lui qui a raison. » Et la scène a été faite comme Roger le voulait. Elle reprend son souffle. Personne n'a jamais mentionné cet incident dans les annales, mais ceux qui étaient là ne l'ont pas oublié. Avez-vous idée de ce qu'il fallait de courage, dans ce milieu et à cette époque, pour dire une chose pareille à voix haute? Dans le bureau d'un notaire de la rue du Faubourg Saint-Honoré, un bureau où se règlent les affaires des familles qui ont l'habitude de ne jamais étaler leurs arrangements en public, repose une liasse de documents dont l'existence a filtré très discrètement dans les conversations de quelques spécialistes du droit des artistes-interprètes. Ces documents concernent les droits sur plusieurs centaines d'heures d'enregistrement réalisés entre 1963 et la fin des années 90. Des enregistrements dans lesquels la voix de Roger Carrel joue un rôle central et irremplaçable. Et ce qui frappe les juristes qui ont eu connaissance de ces documents, c'est moins leur contenu exact, qui demeure couvert par la confidentialité professionnelle, que la structure même des accords qu'ils formalisent. Des accords qui témoignent d'une époque où la voix d'un acteur, même la voix la plus reconnaissable de France, pouvait être captée, archivée, réutilisée et exploitée selon des modalités que l'artiste lui-même n'avait pas nécessairement anticipées avec toute la lucidité souhaitable. Car voici ce qu'il faut comprendre sur la réalité économique du doublage et de l'animation dans la France des 30 Glorieuses et des décennies qui ont suivi. L'acteur qui entrait dans une cabine de enregistrement cédait, par le simple fait de signer sa feuille de présence et d'accepter son cachet, une partie considérable des droits sur sa prestation à la société de production ou à l'ayant droit du programme. Dans les années 60-70, les contrats types prévoyaient rarement des clauses de renégociation en cas de succès commercial dépassant les espérances initiales. On payait pour une session, on achetait le fruit de cette session, et si ce fruit se révélait ultérieurement être un lingot d'or plutôt que la pomme ordinaire que tout le monde avait imaginée, eh bien, la pomme avait déjà été vendue pour le prix d'une pomme. Roger Carrel, qui n'avait pas, selon ceux qui le connaissaient bien, un tempérament particulièrement enclin à la négociation commerciale agressive, qui préférait de loin plaisanter avec ses collègues plutôt que de marchander avec les comptables, s'était retrouvé dans une situation où des décisions prises à la légère dans les premières années de sa carrière avaient des conséquences durables et substantielles sur l'ensemble de sa vie professionnelle. Selon des informations concordantes provenant de plusieurs sources distinctes, on murmurait, selon certaines sources proches du milieu juridique, qu'il existait au cœur de ce dispositif un document particulier que l'on appelait dans les couloirs l'accord cadre sur la voix d'Astérix, dont les termes auraient été rédigés dans une période où personne ne pouvait sérieusement prévoir que cette voix deviendrait l'une des marques sonores les plus reconnaissables et les plus commercialement exploitées de toute la culture française. Ce document, qui liait Carrel à un ensemble d'obligations et de restrictions dont l'étendue exacte reste sujette à interprétation,
contenait notamment des clauses relatives à l'exclusivité, des clauses qui, dans certains cas, pouvaient théoriquement l'empêcher de prêter sa voix à des personnages ou à des productions qui pouvaient être perçues comme concurrents ou conflictuels avec les intérêts commerciaux des détenteurs des droits d'Astérix. Et c'est là que la situation devenait particulièrement délicate, parce que la série Arsène Lupin, avec son succès phénoménal sur les écrans français du début des années 70, mobilisait un grand nombre d'acteurs et de techniciens dont les activités parallèles dans d'autres productions pouvaient, si l'on cherchait vraiment à créer des difficultés, être interprétées comme relevant de ces zones grises contractuelles. Ce que Roger Carrel a réussi à préserver dans ce contexte tendu, c'est précisément sa liberté de collaborer avec la production Lupin, et donc de nourrir cette complicité unique avec Descrières qui allait se révéler cruciale, artistiquement et humainement, pour les deux hommes. Mais cette préservation a eu un coût qui ne se mesure pas en argent, mais en concessions plus subtiles, en acceptation silencieuse de certaines contraintes, en renoncements qui n'ont jamais été nommés publiquement, mais que ceux qui l'entouraient percevaient dans sa façon de sourire quand on évoquait certains sujets. Ce sourire légèrement voilé, pas tout à fait sincère, celui que l'on produit quand on sait exactement ce que l'on a dû abandonner pour conserver ce qui comptait vraiment. Et ce qui comptait vraiment, pour Roger Carrel, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la gloire. C'était la liberté de créer selon sa propre vérité artistique, et la possibilité de partager cette liberté avec des hommes comme Descrières, qui la comprenaient et la respectaient comme lui-même la respectait. Mais alors, si ces contraintes contractuelles pesaient aussi lourd que les sources le suggèrent, comment Carrel et Descrières ont-ils réussi à construire, dans les interstices de ce dispositif, la complicité créatrice qui allait transformer pour toujours la manière dont Arsène Lupin parlerait à des millions de téléspectateurs français? Pour répondre à cette question, il faut entrer dans la cabine d'enregistrement elle-même. Il faut essayer de reconstituer, à partir des témoignages de ceux qui y étaient, ce qui se passait vraiment dans ces espaces clos et feutrés où la magie du doublage se fabriquait dans une intimité presque chirurgicale. Et c'est ici que le récit quitte le domaine des archives et des documents pour entrer dans quelque chose de plus vivant, de plus fugace aussi, quelque chose qui ressemble à de la mémoire sensible plutôt qu'à de l'histoire documentée. Car la complicité entre Carrel et Descrières ne s'est pas construite dans des réunions formelles, dans des discussions techniques sur la phonétique ou l'interprétation. Elle s'est construite dans les blagues. Dans ces échanges fulgurants, improvisés, souvent incompréhensibles pour ceux qui les entendaient de l'extérieur, qui surgissaient entre deux prises, entre deux répliques, dans ces quelques secondes de silence suspendu, où un studio d'enregistrement ressemble davantage à un vestiaire d'acteur qu'à un espace de travail professionnel. Jean-Philippe, un ingénieur du son aujourd'hui à la retraite, qui a travaillé sur plusieurs productions où Carrel et Descrières se croisaient, se souvient avec une précision qui trahit à quel point ces moments l'ont marqué. Ce qui était extraordinaire avec eux deux, c'est ce qu'ils avaient développé tout un langage privé autour de leurs personnages respectifs, un langage qui était à la fois une blague entre eux et une façon de parler de choses très sérieuses sans jamais avoir l'air de le faire. Il reprend, les yeux qui s'animent d'un sourire rétrospectif. Quand Roger entrait dans la cabine et que Georges était dans les parages, Georges l'appelait invariablement « mon petit Gaulois voleur de voix », avec ce ton d'aristocrate légèrement condescendant qu'Arsène Lupin aurait pu employer pour s'adresser à un pickpocket de province. Et Roger répondait, toujours, avec cet air de dignité faussement blessé d'Astérix face à César, « ces Romains sont fous. Et l'aristocrate des cambriolages n'est pas mieux. » Et ça prenait 30 secondes, peut-être une minute, et ça suffisait pour détendre tout le monde dans le studio, pour rappeler à chacun pourquoi on était là, pour quelle valeur on travaillait. Ce rituel, en apparence anodin, portait en réalité une charge symbolique considérable que les deux hommes avaient parfaitement intégrée, même s'ils n'en auraient jamais parlé dans ces termes. En se baptisant mutuellement petit Gaulois voleur de voix et aristocrate des cambriolages, Carrel et Descrières créaient un espace mental où leurs deux personnages iconiques, le résistant populaire
et le gentleman voleur, se rencontraient et échangeaient leur essence profonde. Et cette rencontre fictive avait des effets bien réels sur la qualité de leur travail. Des techniciens de plusieurs studios ont remarqué que les séances d'enregistrement qui débutaient par ce rituel d'échange verbal produisaient systématiquement des performances d'une qualité supérieure à celles qui se déroulaient dans un climat purement professionnel et fonctionnel. La plaisanterie était la clé d'entrer dans un état de grâce créatif que ni l'un ni l'autre ne savaient atteindre par d'autres voies. Mais derrière cette légèreté si naturelle, si spontanée en apparence, se cachait quelque chose que Roger Carrel n'avait jamais voulu révéler à quiconque. Quelque chose que ses blagues codées protégeaient comme une armure dorée protège la vulnérabilité qu'elle recouvre. Car si Carrel riait si fort, si facilement, si volontiers, n'était-ce pas aussi parce que le rire était la seule manière qu'il avait trouvée de ne jamais avoir à expliquer ce que le sérieux aurait rendu insupportable? Et c'est précisément là, dans cet espace entre le rire et le sérieux, que se situe le nœud le plus serré de toute cette histoire. Le nœud que Roger Carrel a refusé de dénouer toute sa vie, même quand les journalistes les plus habiles posaient leurs questions les plus fines, avec la patience de ceux qui savent attendre. Car le secret que Carrel gardait, ce n'était pas un secret ordinaire, pas une anecdote piquante que l'on réserve pour ses mémoires ou pour le journal qu'on brûle après sa mort. C'était quelque chose de plus fondamental, de plus intime. Quelque chose qui touchait à la nature même de son art et à la question que tout artiste finit par se poser tôt ou tard avec une clarté douloureuse. Est-ce que je crée vraiment? Ou est-ce que je transmets simplement ce que d'autres ont décidé que je devais transmettre? La querelle avec René Goscinny, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, même si les deux hommes ont toujours préféré parler de discussions créatrices ou de dialogues artistiques féconds quand des tiers étaient présents, était au cœur de cette question. Goscinny, dont le génie inventif était reconnu par tous ses contemporains et que l'histoire a largement confirmé depuis, avait sur Astérix une vision très précise et très personnelle. C'était son personnage, son enfant spirituel, la créature née de sa propre imagination et de celle d'Uderzo. Et il entendait bien que la voix qui lui donnerait vie dans les adaptations sonores corresponde exactement à l'image qu'il portait intérieurement de ce petit Gaulois. Cette image était, selon ceux qui ont entendu Goscinny l'exprimer, celle d'un héros. Pas un héros épique et solennel à la manière romaine, mais un héros populaire, vif, courageux, avec une dignité naturelle qui ne devait jamais se laisser contaminer par l'ironie excessive ou le comique de situation trop facile. Carrel, lui, avait une autre vision. Pas une vision opposée, il n'était pas idiot, et il avait parfaitement compris la profondeur du projet de Goscinny, mais une vision décalée, plus populaire encore peut-être, plus ancrée dans ce réalisme méditerranéen et parisien à la fois, qui était le fond de sa propre sensibilité. Pour Carrel, Astérix n'était pas seulement courageux et digne, il était aussi légèrement roublard, légèrement moqueur, capable de rire de lui-même avant même que les autres le fassent, portant dans son ironie cette sagesse du petit peuple qui sait que la vie est un combat, mais refuse de le prendre trop au sérieux, sous peine d'en mourir. Et cette nuance, cette petite différence dans la coloration du personnage, qui peut sembler insignifiante mais qui change tout à l'ambiance générale d'une scène, était la source d'un désaccord récurrent, tenace, qui a duré des années et qui ne s'est jamais vraiment résolu de façon définitive. Les réunions à la rédaction de Pilote, dans ces locaux parisiens où la bande dessinée française se réinventait chaque semaine avec une énergie créatrice qu'aucune autre époque n'ait su recréer depuis, étaient parfois le théâtre de ces affrontements feutrés. Goscinny arrivait avec ses arguments d'auteur, précis, documentés, nourris d'une connaissance intime du personnage qu'il avait créé page après page, réplique après réplique. Carrel arrivait avec ses arguments d'interprète, empiriques, sensoriels, fondés sur des années d'expérience du microphone et de la réaction du public, sur cette intuition du comédien qui sait dans son corps quelle intonation fait rire et laquelle laisse froid. Et aucun des deux ne cédait vraiment, parce qu'aucun des deux n'avait tort, parce qu'ils avaient simplement raison à des niveaux différents de la même vérité complexe. C'est dans ces moments de tension créatrice
que Carrel cherchait parfois le regard de Descrières, qui n'était pas toujours présent physiquement, mais qui avait développé dans leurs échanges privés un sens du discernement artistique que Carrel estimait plus fiable que beaucoup d'avis professionnels. Et c'est dans ces moments que l'on comprend pourquoi leur complicité n'était pas seulement une affaire d'humour ou de sympathie mutuelle. C'était une alliance profonde, fondée sur la confiance dans le jugement de l'autre, une confiance qui s'était construite séance après séance, blague après blague, regard après regard, dans des couloirs de studio où personne d'autre ne regardait. Cette alliance, si solide, si précieuse, Carrel l'a portée en silence jusqu'à la fin. Certains secrets ne sont pas faits pour être révélés. Ils sont faits pour être entendus, des années plus tard, dans le grain d'une voix qui résonne encore. Dans le fond d'un tiroir verrouillé du bureau personnel de Roger Carrel, un tiroir dont l'existence n'a été révélée qu'après son départ de la vie active par un proche qui a préféré taire son identité complète, on a retrouvé une bobine magnétique portant une étiquette manuscrite de quelques mots seulement, tracée à l'encre noire, avec cette écriture légèrement penchée qui était la sienne. Répétition privée, studio Billancourt, hiver 1972. Ne pas diffuser. Cette bobine n'a jamais été cataloguée dans aucun inventaire officiel, n'a jamais figuré dans aucune liste d'archives professionnelles, n'a jamais été mentionnée dans aucun entretien que Carrel ait accordé de son vivant. Et pourtant, ceux qui prétendent en avoir entendu le contenu décrivent ce qu'ils ont écouté comme quelque chose qui contredit de façon fondamentale l'image que les producteurs et les directeurs artistiques de l'époque avaient construite autour de l'interprétation de la voix d'Astérix. Sur cet enregistrement, dit-on, la voix de Carrel n'est plus celle du petit Gaulois triomphant que des millions d'enfants reconnaissaient les yeux fermés. Elle est celle d'un homme qui s'interroge à voix haute sur ce qu'il est en train de faire, sur la direction dans laquelle on veut le pousser, sur la différence entre ce qu'il ressent comme juste et ce qu'on lui demande d'exécuter. Et il y a une deuxième voix sur cette bobine, selon les mêmes sources. Une voix grave, posée, reconnaissable entre toutes pour quiconque a regardé la télévision française dans les années 70. La voix de Georges Descrières, qui répond à Carrel non pas comme un producteur ou un directeur artistique répondrait, avec des arguments d'autorité ou des impératifs commerciaux, mais comme un égal répond à un égal. Avec la franchise d'un homme qui a lui-même négocié les compromis douloureux entre sa vision artistique et les exigences extérieures, et qui sait exactement de quoi parle son camarade. Où est cette bobine aujourd'hui? Entre quelles mains a-t-elle transité depuis qu'elle a quitté ce tiroir? Et pourquoi Roger Carrel a-t-il gardé cet enregistrement si précieusement? Cet enregistrement qui aurait pu, s'il avait circulé librement, changer de façon significative la façon dont l'histoire du doublage français raconte l'origine de la voix la plus aimée du XXe siècle. Ce que cette bobine représente, quelle qu'en soit la réalité matérielle exacte, c'est bien plus qu'un simple document professionnel égaré dans les méandres d'une carrière longue et prolifique. Elle représente le moment précis où une décision artistique s'est cristallisée. Une décision que Carrel a prise seul, en pleine conscience de ses implications, et qu'il a ensuite portée en lui comme un architecte porte les plans d'un édifice qu'il a construit différemment de ce que le commanditaire avait imaginé, sachant qu'il a bien fait, mais sachant aussi qu'il ne pourra jamais l'expliquer publiquement, sans raviver des conflits qu'il vaut mieux laisser dormir. La décision de rester lui-même, coûte que coûte, même quand le système tirait dans l'autre direction. Et dans cette décision, l'ombre de Descrières est présente, indissociable. Comme le contrepoint musical leste de la mélodie principale, on peut les écouter séparément, mais ils n'ont de sens que l'un par rapport à l'autre. Quel est donc le contenu exact de cette conversation que la bobine aurait capturée? Et pourquoi Carrel a-t-il préféré l'emmener avec lui dans le silence plutôt que de la laisser parler à sa place? Il y a des hommes qui vivent avec des signes, pas des superstitions vulgaires, pas ces gris-gris de carrefour que les gens timorés arborent pour conjurer les mauvais sorts. Non, quelque chose de plus subtil, de plus personnel, une façon intérieure de lire les coïncidences comme si elles portaient un message que seul celui qui sait regarder peut déchiffrer.
Roger Carrel était de ces hommes-là, et ceux qui l'ont fréquenté avec une certaine intimité en portent le témoignage avec un mélange d'amusement et de respect légèrement intimidé. Il avait ses rituels, ses habitudes de vestiaire et de studio qui ne se discutaient pas, ses objets fétiches qu'il disposait sur le rebord de la cabine d'enregistrement avant chaque séance avec la précision d'un officiant qui prépare son hôtel. Et parmi ces objets, il y en avait un dont la présence revenait de façon si constante que les techniciens de studio y avaient fait allusion dans plusieurs témoignages séparés sans jamais se t'être concertés. C'était une petite figurine d'Astérix en métal peint, une de ces éditions limitées qui avait été produite dans les premières années du succès de la bande dessinée, avec ce sourire légèrement narquois et ce petit poing levé qui résumait à eux seuls toute la philosophie du personnage. Carrel la posait toujours du même côté du micro, légèrement en avant, à la hauteur de ses yeux, de sorte que lorsqu'il regardait l'écran sur lequel défilait le film à doubler, la figurine se trouvait dans son champ de vision périphérique, présente sans s'imposer, visible sans distraire, comme un rappel silencieux de ce qu'il était en train de faire et pourquoi il le faisait. Un ingénieur de mixage qui a travaillé avec lui pendant plusieurs années raconte que Carrel avait un jour répondu à quelqu'un qui lui en demandait la raison avec une formule qui était restée dans les mémoires de tous ceux qui l'avaient entendu. « Tant que le petit Gaulois est là, Rome ne peut rien contre moi. » Ce qui rend cette habitude particulièrement saisissante, c'est ce que plusieurs personnes rapportent à propos d'une journée particulière. Une journée de 1973, selon les témoignages les plus précis. Une journée de travail en studio qui aurait dû ressembler à toutes les autres, mais qui ne ressemblait à aucune. Ce matin-là, selon un technicien de son dont le récit a été recueilli des décennies plus tard, Roger Carrel est arrivé dans la cabine sans sa figurine. Ce n'était pas un oubli distrait, il ne s'agissait pas d'un homme qui oubliait ce genre de choses, mais d'une absence délibérée, ou du moins d'une absence remarquée, qui avait suffi à installer dans le studio une atmosphère différente des séances habituelles. Carrel lui-même, quand le technicien avait eu l'audace de demander si tout allait bien, avait répondu par un sourire qui n'était pas son sourire ordinaire. Un sourire un peu trop contrôlé, un peu trop posé, celui que l'on produit quand quelque chose à l'intérieur est moins serein qu'on ne veut le montrer. La séance de ce jour-là portait sur des enregistrements liés à des décisions prises en dehors de la cabine. Des décisions qui avaient été communiquées à Carrel peu de temps auparavant et qui concernaient, selon les informations disponibles, la façon dont certaines de ses prestations les plus emblématiques allaient être exploitées dans de nouvelles productions et de nouveaux supports commerciaux dont personne n'avait vraiment anticipé l'ampleur au moment où les contrats originaux avaient été signés. Carrel avait été informé, et l'on peut imaginer dans quel style la chose avait été présentée, avec cette urbanité de façade qui caractérise les mauvaises nouvelles professionnelles dans les milieux où l'on soigne les apparences. Et il avait écouté sans se plaindre, sans élever la voix, avec cette dignité tranquille qui était son mode de résistance le plus naturel. Mais la figurine était restée chez lui ce matin-là. Et ceux qui étaient dans ce studio y ont vu, rétrospectivement, quelque chose qui ressemblait au signe d'une fracture, discrète, intérieure, mais réelle. Quel était le contenu exact de ces décisions qui avaient suffi à dérégler le rituel d'un homme aussi discipliné que Carrel? Et quelqu'un, ce jour-là, a-t-il compris ce que l'absence de la petite figurine signifiait vraiment? Ce quelqu'un existait, et ce quelqu'un n'était pas dans le studio. Il était, selon toute vraisemblance, dans un appartement du 16e arrondissement où il lisait son courrier du matin et où il avait reçu, quelques jours plus tôt, une lettre dont le contenu l'avait suffisamment préoccupé pour qu'il en parle à une tierce personne avec un sérieux inhabituel chez lui. Cette tierce personne, un metteur en scène de théâtre avec qui Descrières avait travaillé à plusieurs reprises dans les années 60, se souvient encore de la conversation avec une netteté qui force le respect. Georges m'a dit quelque chose que je n'ai pas complètement compris sur le moment. Il m'a dit « On est en train de faire à Roger ce qu'on fait toujours aux gens qui donnent trop sans demander assez.
On prend, et on continue de prendre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à prendre. Et quand je lui ai demandé ce qu'il comptait faire, il m'a répondu « Rien que je ne puisse faire de là où je suis ». Cette formule « Rien que je ne puisse faire de là où je suis » mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle porte en elle toute la complexité de la position de Descrières dans cette affaire. Il était un acteur célèbre, une figure publique respectée, un homme dont le nom et le visage étaient connus de millions de Français. Mais il n'était pas un producteur, il n'était pas un juriste, il n'était pas un décideur dans les hiérarchies de l'industrie audiovisuelle française. Ce qu'il pouvait faire était limité par sa position. Il pouvait parler, il pouvait témoigner de son soutien, il pouvait exercer l'influence discrète que confère la notoriété dans les milieux où les réputations comptent autant que les arguments. Et c'est exactement ce qu'il a fait, dans plusieurs occasions documentées par des témoignages indirects, dans des conversations de couloir qui n'ont pas laissé de traces écrites, mais dont l'écho a survécu dans les mémoires de ceux qui les ont observés. Mais il y avait dans la dynamique de cette relation une tension que ni l'un ni l'autre n'évoquait directement et que les deux hommes semblaient avoir tacitement décidé de laisser suspendue dans l'air sans la résoudre, comme on laisse suspendue une question dont on redoute que la réponse ne coûte plus que le silence. Car Descrières, en protégeant Carrel, en choisissant d'utiliser son influence pour défendre les intérêts artistiques et personnels de son camarade, s'exposait lui-même à des complications qu'il l'avait parfaitement mesurées. Dans un milieu où les faveurs s'accordent selon des logiques d'alliance et de réciprocité que personne n'explicite jamais clairement, prendre fait et cause pour quelqu'un qui dérange les arrangements en place, c'est se signaler comme une personne qui ne respecte pas les règles implicites du jeu. Et les personnes qui ne respectent pas ces règles finissent, tôt ou tard, par trouver des obstacles là où il n'y en avait pas auparavant. La générosité de Descrières envers Carrel n'était donc pas sans risque. Et cette dimension de sacrifice consenti, jamais revendiquée, jamais même mentionnée entre eux selon toute apparence, est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Roger Carrel a gardé si longtemps le silence sur cette histoire. Certaines dettes d'amitié sont trop lourdes pour être nommées. Elles se portent autrement, dans un regard, dans une blague, dans l'amassance délibérée d'une conversation que l'on aurait pu avoir et que l'on a choisi de ne jamais commencer. Qu'est-ce que cela dit de la nature de leur amitié que le plus grand acte de loyauté de Descrières envers Carrel soit resté, pendant des décennies, entièrement invisible. Il faut maintenant parler de l'homme qui, dans cette histoire soigneusement gardée par deux acteurs discrets, jouait un rôle que ni Carrel ni Descrières n'ont jamais accepté de définir publiquement. Un rôle qui était celui, selon plusieurs sources convergentes, d'un intermédiaire, d'un passeur d'informations entre des sphères qui officiellement ne se parlaient pas, mais qui, dans la réalité opaque de l'industrie audiovisuelle des années 70, communiquaient constamment par des canaux dont la cartographie n'a jamais été dressée de façon exhaustive. Cet homme, que nous appellerons par son prénom uniquement Bernard, à la demande des personnes qui ont transmis ces informations, était directeur artistique dans une société de production dont les activités couvraient à la fois le doublage, l'animation et certaines productions de fiction télévisée, ce qui le plaçait dans une position de carrefour rare à l'époque. Il connaissait intimement les réalités économiques des productions d'animation comme Astérix, et il fréquentait également les équipes qui travaillaient sur des séries comme Arsène Lupin. Bernard était, selon tous ceux qui l'ont connu, un homme de talent authentique. Quelqu'un qui aimait sincèrement le travail bien fait et qui avait un sens artistique réel. Mais c'était aussi quelqu'un dont les ambitions personnelles s'étaient, au fil des années, accommodées de certains arrangements qui le rendaient redevable à des personnes dont les intérêts n'étaient pas toujours alignés avec ceux des artistes qu'il supervisait. Ce type d'accommodement progressif, si courant dans tous les milieux professionnels que l'on finit par ne plus le remarquer comme une dérive, avait fini par placer Bernard dans une position où il était simultanément protecteur apparent de Carrel et transmetteur d'informations vers des gens qui auraient pu utiliser ces informations pour exercer une pression sur le comédien. Pas un traître au sens mélodramatique du terme, les histoires vraies ne fonctionnent presque jamais selon les logiques tranchées du mélodrame,
mais quelqu'un qui aurait, selon ces mêmes sources, à plusieurs reprises, partagé avec les mauvaises personnes, peut-être sans en mesurer toujours les conséquences exactes, des détails sur la situation contractuelle, les préoccupations artistiques et les vulnérabilités professionnelles de Roger Carrel. C'est Descrières qui l'a compris en premier, selon le récit de Marguerite, cette Marguerite du 5e arrondissement dont nous avons déjà évoqué le témoignage. Elle raconte qu'un après-midi de 1972, lors d'une pause sur le tournage d'un épisode de la série Lupin, elle a été le témoin involontaire d'une conversation entre Descrières et Bernard, dont elle n'a saisi que les contours, mais qui lui a laissé l'impression durable que quelque chose était en train de se régler. Non pas de façon explosive et confrontationnelle, mais avec cette précision froide et élégante dont Descrières était capable quand il voulait qu'un message soit compris sans équivoque. Il lui parlait comme Lupin parle à un adversaire qu'il a percé à jour, dit-elle, avec une précision d'évocation qui force l'admiration, avec cette politesse qui est la forme la plus sophistiquée de la menace. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Bien, je savais que vous comprendriez. Après cette conversation, Bernard a, selon les mêmes sources, progressivement cessé d'être un interlocuteur régulier dans l'entourage de Carrel. Il ne s'est pas passé de scène, il n'y a pas eu de rupture déclarée, simplement un effacement, progressif et silencieux, comme une tâche que l'on traite avec patience jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Roger Carrel n'a jamais su, officiellement, ce que Descrières avait fait ce jour-là. Ou du moins, il n'a jamais posé la question à laquelle la réponse aurait confirmé ses soupçons. Car c'est cela aussi, la vraie loyauté entre des gens de cette trempe-là. Ne pas forcer l'autre à articuler ce qu'il a compris. Ne pas exiger une confirmation qui rendrait la dette explicite et donc pesante. Laisser les choses dans la zone tiède du tacitement su, de l'implicitement compris, du jamais dit, et pourtant pleinement partagé. La blague du petit Gaulois voleur de voix et de l'aristocrate des cambriolages continuait, inchangée, comme si rien ne s'était passé, mais elle portait désormais, pour les deux hommes qui la pratiquaient, une signification supplémentaire que personne d'autre dans ce milieu n'avait les clés pour déchiffrer. Aviez-vous jamais imaginé, en écoutant les voix de votre enfance, que derrière elles se jouait une loyauté aussi complexe, aussi silencieuse, aussi résolument invisible? Le printemps de 1973 a marqué, dans la chronologie de cette relation singulière, un tournant que les protagonistes eux-mêmes n'auraient probablement pas su nommer avec précision s'ils avaient été interrogés sur l'instant. C'est à cette époque que la série Arsène Lupin entamait ce qui allait s'avérer être sa dernière saison de production active. Non pas à cause d'un échec d'audience, puisque le succès public était toujours au rendez-vous, mais en raison d'une accumulation de facteurs internes à la production dont la nature exacte n'a jamais été rendue entièrement publique, et qui mêlaient des questions de budget, de calendrier, de disponibilité des équipes et, selon certains témoignages, de tensions entre des personnalités créatives fortes qui n'arrivaient plus tout à fait à cohabiter sous les mêmes contraintes de production. Pour Georges Descrières, qui avait donné à ce personnage plusieurs années de travail intense et qui avait fini par tisser avec Arsène Lupin une relation d'appropriation intime que les comédiens développent rarement avec des rôles télévisés, l'annonce de la fin de la série a représenté quelque chose de plus profond qu'une simple décision de planning. Et c'est dans ce contexte de clôture imminente que s'est produit ce que ceux qui en ont été témoins appellent « la visite qui ne ressemblait à aucune autre ». Un matin de cette même saison printanière, un homme est apparu dans les coulisses du plateau de tournage. Un homme que personne parmi les équipes techniques habituelles ne reconnaissait, qui n'avait pas de badge de visiteur accrédité, mais qui se déplaçait avec cette assurance tranquille des gens qui sont habitués à ce que les portes s'ouvrent devant eux sans qu'ils aient à frapper. Il a demandé à parler à Descrières, et Descrières, selon le régisseur général qui en a gardé un souvenir précis, a changé d'expression en apercevant l'homme. Non pas de façon dramatique, mais avec ce léger resserrement des traits qui trahit une surprise qui n'est pas entièrement plaisante. L'entretien a duré environ 20 minutes, dans un angle isolé du décor,
loin des oreilles des techniciens, mais pas suffisamment loin pour que quelques bribes de conversation n'aient filtré jusqu'aux gens qui se trouvaient à portée et qui, naturellement, écoutaient. Ce que ces gens ont retenu n'est pas une version complète et cohérente de ce qui s'est dit. C'est une impression, un ton, quelques phrases décontextualisées qui ont survécu dans les mémoires avec la ténacité des choses que l'on n'arrive pas à classifier. Quelqu'un qui s'y connaissait en droit contractuel. Quelqu'un qui venait reparler avec une insistance que la politesse de Descrières ne parvenait pas entièrement à masquer, d'un arrangement antérieur dont les termes devaient, selon cette personne, être revus à la lumière de nouvelles circonstances. Quand l'homme est parti, Descrières est resté immobile pendant quelques instants dans cet angle de décor, les mains dans les poches, le regard fixé sur un point intermédiaire entre le sol et l'horizon du plateau. Puis il s'est retourné et a demandé qu'on lui apporte un téléphone. La conversation téléphonique qu'il a passée, brève, d'une dizaine de minutes selon le régisseur qui a eu la charge d'apporter l'appareil, n'est pas pu être entendue dans son intégralité, mais son interlocuteur, selon ce que Descrières a lui-même laissé entendre par la suite dans un contexte différent, était Roger Carrel. Après cet appel, la journée de tournage a repris normalement, avec ce professionnalisme imperméable aux turbulences personnelles que Descrières possédait à un degré peu commun. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère du plateau. Quelque chose d'imperceptible pour les non-initiés, mais que les gens suffisamment attentifs avaient capté comme on capte, dans l'air avant un orage, le signal électrique que les instruments de mesure enregistrent, mais que le corps ressent avant de le comprendre. Qu'avait dit cet homme à Descrières pour provoquer un appel immédiat à Carrel? Et qu'est-ce que Carrel, de son côté, a fait de l'information que Descrières lui avait transmise ce jour-là? La réponse à cette question, ou du moins la partie de la réponse que les archives humaines de cette histoire sont en mesure de fournir, se trouve dans un épisode que Roger Carrel a évoqué de façon oblique et presque codée lors d'une seule interview radiophonique dont l'enregistrement existe mais n'a pas été largement diffusé après sa diffusion originale. C'était une émission consacrée au métier du doublage, enregistrée dans le courant des années 90, dans laquelle l'animateur avait eu la sagacité, ou la chance, de poser une question sur les moments difficiles dans une longue carrière. Carrel avait répondu avec ce sourire que l'on entend à travers les ondes, ce sourire sonore qui faisait partie de son registre vocal aussi naturellement que l'accent fait partie d'une voix. Et il avait dit quelque chose dont le sens exact n'est compréhensible que si l'on connaît le contexte que nous venons de reconstituer. Il avait dit « Il y a eu des moments où j'aurais pu perdre quelque chose d'important. Pas ma voix. La voix, ça se retrouve toujours, même après les pires fatigues. Non, quelque chose de plus difficile à récupérer quand on l'a perdu. Ce qu'on appelle, faute d'une meilleure mot, sa propre version des choses. Et si cette version est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des gens qui comprenaient pourquoi elle valait la peine d'être défendue. Des gens qui n'ont jamais réclamé de médaille pour ça. L'animateur, qui n'avait manifestement pas les éléments pour comprendre la densité de ce qu'il entendait, avait lancé un très joli poli avant de passer à la question suivante. Et Carrel avait souri à nouveau. Ce sourire que personne ne voyait, mais que tout le monde entendait. Et avait répondu à la question suivante avec la même bonne grâce professionnelle qu'il l'apportait à tout ce qu'il faisait en public. Cette version des choses dont Carrel parlait, cette façon irréductiblement personnelle de donner vie à Astérix, qui avait survécu aux pressions des producteurs, aux exigences de Goscinny, aux contraintes contractuelles et aux intermédiaires peu recommandables, c'est précisément ce que des millions d'enfants et d'adultes ont entendu pendant des décennies, sans savoir qu'ils entendaient aussi, dans ce grain de voix, le résultat d'une résistance. Une résistance collective et silencieuse, menée par deux hommes qui avaient chacun leur raison de ne jamais la revendiquer. Carrel, parce qu'il n'aimait pas les discours sur lui-même, Descrières, parce que l'élégance, telle qu'il la pratiquait, excluait par définition toute revendication de mérite personnel. Et c'est peut-être dans cette double discrétion, dans ce refus conjoint de toute forme d'autopromotion émotionnelle, que réside le secret le plus profond que Roger Carrel a emporté avec lui.
Un secret qui n'est pas un scandale, qui n'est pas une honte, qui est simplement la preuve que les choses les plus précieuses dans une vie d'artiste sont souvent celles que personne d'autre que les principaux intéressés ne connaît dans leur véritable profondeur. Ne trouvez-vous pas que c'est cela, finalement, la définition la plus juste de ce que les gens du spectacle appellent la vraie grandeur? Non pas ce qui brille sur scène, mais ce qui tient debout dans l'ombre, sans que personne ne regarde. Il y avait, parmi les proches de Roger Carrel, un endroit dont très peu de gens connaissaient l'existence. Un lieu que le comédien n'évoquait jamais dans les interviews, que son nom n'a jamais accompagné dans les pages des magazines ou les colonnes des journaux spécialisés, et dont la réalité n'a filtré que bien des années après les événements que nous allons raconter, portés par les confidences de 2 ou 3 personnes qui y avaient accès et qui ont finalement accepté d'en parler. C'était un petit appartement au fond d'une cour calme de l'un de ces arrondissements parisiens dont le nom n'a jamais été précisé. Un de ces logements parisiens de 3 pièces que l'on trouve derrière les portes cochères, à l'abri du bruit et du regard de la rue, dans ces cours intérieures où les propriétaires plantent des géraniums dans des pots en terre cuite et où les fenêtres donnent sur d'autres fenêtres plutôt que sur le ciel. Ni luxueux, ni misérable. Simplement discret, fonctionnel, presque anonyme dans son confort ordinaire. Personne dans les studios de doublage, dans les plateaux de tournage, dans les bureaux des producteurs, ne savait officiellement que cet endroit existait. Et c'est précisément pour cette raison qu'il existait. Car voici ce que l'on comprend, en reconstituant patiemment les témoignages de ceux qui ont eu connaissance de cet appartement. Ce n'était pas un lieu de villégiature, pas une résidence secondaire, au sens où l'entendent les gens qui possèdent des maisons à la mer ou à la campagne. C'était quelque chose de plus singulier, de plus difficile à nommer avec précision. Un espace de retrait absolu, une sorte de chambre de décompression où Roger Carrel venait se réfugier dans les périodes où la pression de la machine audiovisuelle devenait trop lourde à porter avec le seul équipement de sa résistance naturelle. Un endroit où il n'était ni la voix d'Astérix, ni le doubleur vedette que les producteurs se rachaient, ni l'homme jovial et disponible que ses collègues aimaient à fréquenter dans les couloirs des studios. Un endroit où il était simplement lui. Ce Roger Bancharel, né à Paris, élevé dans les coulisses du théâtre, qui avait un jour décidé de faire de sa voix un instrument au service des autres et qui portait, dans cette générosité, la fatigue secrète de ceux qui donnent tout sans jamais vraiment savoir comment recevoir. Ceux qui ont vu l'intérieur de cet appartement décrivent le même détail avec une insistance qui ne doit rien au hasard. Sur la table du salon, il y aurait eu, selon un témoin, quelque chose comme un carnet à couverture sombre, dans lequel Carrel notait des choses qu'il n'avait jamais dites à voix haute dans aucune cabine, dans aucun studio, en présence d'aucun micro. Des réflexions sur les personnages qu'il jouait, des versions de répliques qu'il aurait voulu interpréter différemment, des notes sur la façon dont certaines décisions prises par d'autres avaient infléchi sa propre vision de son travail. Un directeur de production qui a vu ce carnet, une seule fois, le temps d'un passage rapide que Carrel n'avait pas cherché à dissimuler, mais n'avait pas non plus encouragé, dit que ce qu'il a eu le temps de lire, en quelques secondes, avant que Carrel ne rabatte la couverture, avec ce sourire imperméable qui était sa réponse universelle aux curiosités indiscrètes, ressemblait à un dialogue intérieur entre 2 voix. Celle du Carrel officiel, professionnel, adaptable, et celle d'un autre Carrel, plus âpre, moins accommodant, qui refusait de prendre les choses à la légère. Y avait-il, dans ces pages que personne n'a jamais lues dans leur intégralité, la clé véritable du secret que Carrel a gardé sa vie entière? Et si oui, qu'est-ce que cela révèle sur l'écart entre l'homme que le public aimait et l'homme qu'il était vraiment quand les micros étaient éteints? Elle s'appelait Françoise, et pendant longtemps, elle a été associée dans l'imaginaire des professionnels du doublage parisien à une seule image, celle d'une femme que l'on croisait régulièrement dans les couloirs des studios, sans jamais vraiment savoir quelle était sa fonction exacte. Une de ces présences périphériques dont l'existence est admise sans être questionnée dans les milieux où tout le monde est suffisamment occupé à ses propres affaires
pour ne pas s'encombrer des détails concernant les affaires des autres. Assistante, conseillère artistique informelle, intermédiaire entre des parties dont les positions officielles ne permettaient pas de communication directe, elle a été tout cela à des moments différents, selon les gens qui l'ont connue. Et peut-être aussi autre chose que les catégories professionnelles disponibles ne permettaient pas de désigner clairement. Ce que l'on sait avec une certitude raisonnable, c'est qu'elle connaissait Roger Carrel depuis les premières années de sa carrière dans le doublage, qu'elle avait avec lui une relation d'une confiance ancienne et solide que les années n'avaient pas entamée, et que c'est à elle que Carrel avait confié, selon un témoignage recueilli auprès d'une de ses contemporaines qu'il a fréquentée jusqu'à la fin de sa vie active, la quasi-totalité des informations que nous avons évoquées dans les chapitres précédents sur les arrangements contractuels, les pressions exercées sur son travail et le rôle protecteur que Georges Descrières avait joué dans les moments les plus difficiles. Françoise était, en quelque sorte, la mémoire vivante de cette histoire secrète. Celle qui avait entendu les deux versions des faits, celle de Carrel et, indirectement, celle de Descrières, et qui les avait gardées en elle avec la fidélité d'une archiviste dont les archives n'ont pas d'existence matérielle. C'est elle, et elle seule, qui a accepté, longtemps après les événements, après que le temps eut desserré suffisamment les liens de certaines obligations implicites, de confirmer un détail que les témoignages fragmentaires recueillis au fil des années laissaient supposer sans jamais le prouver entièrement. Ce détail concerne la nature exacte de ce que Descrières avait appris lors de cette visite mystérieuse dans les coulisses du plateau de tournage, ce matin de 1973 dont nous avons parlé, et ce qu'il avait transmis à Carrel au téléphone dans les minutes qui avaient suivi. Selon Françoise, dont le témoignage a été recueilli dans les conditions de discrétion qui s'imposaient et dont le nom complet ne sera pas mentionné par respect pour une demande explicite, la visite en question n'était pas une visite ordinaire de représentants d'ayants droit ou de juristes contractuels. C'était la visite de quelqu'un qui était porteur d'une proposition concrète, un arrangement financier qui aurait permis à certaines parties d'utiliser une version qui se passerait de lui, en réutilisant, d'une façon ou d'une autre, ce qu'il avait déjà créé, pour une série de productions dérivées, sans passer par Roger Carrel lui-même. Une façon, en termes simples, de contourner l'homme tout en continuant à bénéficier de sa création. Et Descrières, en l'apprenant, avait immédiatement choisi de briser le silence, de transmettre les informations à Carrel avant que la décision ne soit actée, avant que la fenêtre ne se referme. Ce coup de téléphone, bref et décisif, avait suffi à donner à Carrel le temps nécessaire pour faire ce qu'il fallait faire. S'entourer des bons conseils, alerter les personnes compétentes, bloquer un processus qui aurait pu, s'il avait abouti, transformer de façon irréversible son rapport à son propre travail. Bernard, l'intermédiaire dont nous avons parlé, celui que Descrières avait recadré avec cette élégance menaçante, avait facilité cette tentative de contournement, consciemment ou non, en fournissant les informations contractuelles qui l'auraient rendu possible. Mais pourquoi Françoise, après tant d'années de silence, a-t-elle finalement choisi de parler? Et qu'est-ce que cette révélation tardive change à la façon dont nous devons lire le parcours entier de Roger Carrel? Cette vie donnée aux voix des autres, tout en gardant jalousement la sienne. Il arrive, dans certaines histoires, que le dénouement ne prenne pas la forme que l'on attendait. Pas d'éclat, pas de révélation publique fracassante, pas de procès ni de scandale qui aurait fait les manchettes des journaux et fourni aux chroniqueurs la matière d'une morale facile. Il arrive que le dénouement soit simplement une continuation, une façon de traverser le temps sans se laisser réduire, de persister dans ce que l'on est avec une ténacité si tranquille qu'elle ressemble à de la sérénité, alors qu'elle est, en réalité, la forme la plus active de la résistance. C'est cette forme de dénouement qui appartient à l'histoire de Roger Carrel et de Georges Descrières. Et c'est peut-être pour cela qu'elle a mis autant de temps à être reconnue pour ce qu'elle était.
La tentative de contournement de 1973 n'a pas abouti. Les arrangements qui avaient été envisagés n'ont pas été mis en œuvre. Les projets de production dérivés ont été reformulés selon des modalités qui respectaient les droits et la participation de Carrel, et Bernard a progressivement perdu son rôle d'intermédiaire influent dans le milieu du doublage parisien. Non pas de façon spectaculaire, non pas avec la brutalité d'une exclusion déclarée, mais selon ce mouvement lent et inexorable par lequel les personnes qui ont abusé d'une confiance finissent par se retrouver, sans que personne ne l'ait formellement décidé, en dehors des cercles où les décisions qui comptent se prennent. Sa carrière a continué, dans des productions de moindre envergure, dans des structures où son influence était plus limitée, et les gens qui avaient observé son rôle dans cette affaire ont simplement, au fil du temps, cessé de le solliciter pour les projets importants. La justice, dans ce milieu, n'a jamais été proclamée à voix haute. Elle s'est exercée dans le silence des agendas qui se vident et des téléphones qui sonnent de moins en moins. Carrel, lui, a continué à être la voix d'Astérix pendant des décennies encore, avec cette constance qui est à la fois la marque du professionnel irréprochable et la signature de l'artiste qui a compris que sa meilleure réponse aux tentatives de le déposséder de lui-même était de continuer à créer avec encore plus d'authenticité et de précision. Les enregistrements de la fin des années 70 et des années 80 portent, selon plusieurs directeurs du son qui ont travaillé avec lui à ces périodes, quelque chose de plus libre, de plus affirmé, de plus pleinement lui-même que certaines productions du début des années 70 où les tensions que nous avons évoquées avaient laissé dans son interprétation une légère raideur imperceptible pour les profanes, mais visible pour les oreilles entraînées. Comme si le fait que la menace ait été écartée lui avait rendu, en même temps que sa sécurité professionnelle, une légèreté que la pression avait provisoirement comprimée. Chaque nouvel album d'Astérix, chaque nouvelle production où sa voix résonnait, était une réponse, jamais prononcée en ces termes, jamais revendiquée comme telle, à tous ceux qui avaient cru qu'il serait possible de séparer la voix de l'homme. Et Descrières, de son côté, a traversé les années suivantes avec cette même élégance irréductible qui était sa nature profonde. Des rôles au théâtre, des apparitions à la télévision, une présence dans la vie culturelle française qui ne cherchait jamais à se faire remarquer davantage que ses actes ne le méritaient. Leur complicité n'a pas changé de nature avec les années. Elle est simplement devenue plus silencieuse encore, plus nourrie de cette compréhension mutuelle qui n'a plus besoin de mots, parce qu'elle a depuis longtemps dépassé le stade où les mots seraient encore nécessaires. Jusqu'à la mort de Descrières en 2013, qui laissa Carrel seul gardien de cette mémoire commune. Le petit Gaulois voleur de voix et l'aristocrate des cambriolages continuaient de se retrouver de temps en temps dans des studios ou des couloirs de théâtre, et chaque fois que l'un apercevait l'autre, il y avait dans l'échange du regard quelque chose que personne autour d'eux ne voyait complètement. Une reconnaissance, une gratitude, un humour partagé qui portait en lui tout ce que les deux hommes n'avaient jamais dit et n'auraient jamais dit, même s'ils en avaient eu l'occasion et l'envie. Qu'est-ce que cela nous dit sur la valeur de ce que l'on garde pour soi? Est-ce que les secrets que l'on ne trahit jamais sont peut-être les seuls qui méritent vraiment d'être appelés des secrets? Pensez à la dernière fois que vous avez entendu la voix d'Astérix, dans un dessin animé regardé un dimanche après-midi, dans un de ces moments qui appartiennent si complètement à l'enfance, qui vous reviennent avec la précision d'un parfum retrouvé des décennies plus tard. Cette voix qui portait en elle tout ce que la résistance joyeuse a de plus noble et de plus humain. Cette voix qui faisait rire les enfants et sourire les adultes. Cette voix qui semblait ne jamais avoir eu d'autre préoccupation que d'incarner avec générosité et précision le caractère d'un petit guerrier gaulois entêté et courageux. Savez-vous maintenant ce qu'il a fallu pour qu'elle reste telle qu'elle était? Pour qu'elle ne soit pas transformée, édulcorée, privatisée de son ironie profonde par des intérêts qui n'avaient rien à voir avec l'art. Il a fallu un homme qui refusait de céder sur ce qu'il estimait juste. Il a fallu un autre homme qui avait compris, sans qu'on le lui explique, que certaines batailles
valent d'être livrées même quand elles ne vous concernent pas directement. Il a fallu des années de disputes avec un auteur génial qui avait sur son personnage une vision légèrement différente de celle que l'interprète portait dans sa voix, et cette tension, que l'on aurait pu vivre comme une guerre, s'est révélée être quelque chose de plus précieux. Le frottement créatif entre deux conceptions complémentaires qui a produit en fin de compte quelque chose de plus riche que n'importe laquelle des deux visions prises isolément. Il a fallu des plaisanteries codées dans des couloirs de studio, une bobine magnétique gardée dans un tiroir verrouillé, un appartement discret dans une cour du 11e arrondissement, un carnet à couverture verte dont personne n'a jamais lu l'intégralité. Il a fallu, enfin, un coup de téléphone passé depuis les coulisses d'une plateau de tournage au printemps de 1973 par un homme élégant qui aurait pu ne rien dire et qui a choisi de tout dire. L'histoire du cinéma et de la télévision retient les noms des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs que l'on voit à l'écran. Elle retient parfois les noms des compositeurs, des chefs opérateurs, des décorateurs dont le travail donne sa couleur à une époque. Elle retient rarement les noms des voix, ces artisans de l'invisible dont le talent est précisément d'effacer leur propre présence au profit du personnage qu'ils animent. Roger Carrel est l'exception à cette règle d'ingratitude collective, parce que sa voix est tellement indissociable de son personnage que l'oublier reviendrait à oublier une partie de soi-même pour tous ceux qui ont grandi avec lui. Mais la vraie exception, c'est peut-être l'histoire que nous avons racontée aujourd'hui. L'histoire d'une amitié qui a protégé quelque chose d'irremplaçable, en silence, pendant des décennies, et qui n'a laissé comme trace que quelques bribes de mémoire dans les souvenirs de gens qui n'étaient pas censés se souvenir. Ce secret que Roger Carrel a gardé toute sa vie n'était peut-être pas un secret honteux, ni même un secret triste. C'était le secret de ce qui compte vraiment, dans une vie d'artiste, comme dans une vie d'homme. Ce que l'on a défendu, ce que l'on a préservé, et les personnes sans lesquelles on n'aurait pas pu le faire. La France des années 60 et 70 a eu la chance extraordinaire d'avoir deux hommes qui, chacun à leur façon, portaient en eux quelque chose de l'esprit gaulois que leur personnage incarnait. Cette insoumission tranquille, cet humour comme armure, cette fidélité à soi-même comme forme ultime de dignité. Astérix et Arsène Lupin, dans leur complicité fictive, n'étaient peut-être que le reflet d'une complicité bien réelle, bien plus profonde, qui se jouait dans les couloirs de studios parisiens, dans des cabines d'enregistrement aux murs capitonnés, entre deux hommes qui s'appelaient Roger et Georges, et qui avaient décidé, sans jamais se le dire explicitement, que l'art vaut la peine d'être défendu. Maintenant que vous connaissez cette histoire dans toute sa profondeur et sa complexité, cette histoire de voix, de loyauté, de petites batailles livrées dans l'ombre et de grandes amitiés qui ne font pas de bruit, j'aimerais vous poser une question sincère. Comment voyez-vous Roger Carrel et Georges Descrières maintenant que vous savez tout cela? Étaient-ils simplement des professionnels exceptionnels qui ont eu la chance de travailler ensemble? Ou était-il quelque chose de plus rare, ces gens qui refusent que le système les transforme en ce qu'ils ne veulent pas être, et qui trouvent dans l'amitié la résistance qu'ils ne peuvent pas exercer seuls? Et Roger Carrel, cet homme qui a donné sa voix à un Gaulois entêté pendant des décennies, tout en gardant jalousement les secrets de sa propre vie, était-il une victime du monde dans lequel il évoluait? Ou était-il, à sa manière discrète et souriante,